Bonsoir à toutes et à tous. Lionel Mignot m'indique que nous commençons, donc je commence et je voudrais commencer par vous souhaiter au nom de l'université la bienvenue à cette conférence qui est la première du cycle Questions de société co-organisée avec le mémorial de la prison Montluc. Et nous nous réjouissons beaucoup de ce partenariat, de la concrétisation de ce partenariat qui nous lie maintenant depuis 1 an et demi et qui a été voulu par la présidence de cette université et qui a trouvé un très chaleureux accueil du côté du mémorial de la prison Montluc. La présidence a souhaité que cette institution voisine soit aussi une institution amie. Et il s'avère que nous avons aussi beaucoup de missions et de valeurs en commun, parmi lesquelles se trouve l'attachement à l'établissement des faits, la création de connaissances, la diffusion de ces connaissances, la transmission comme refus, comme lutte contre le refus de l'autre, la transmission comme lutte contre toutes les formes de haine. Et donc, cette conférence de ce soir prolonge et incarne cette convergence de nos missions. Et je saisis l'occasion qui m'est donnée pour remercier le mémorial de la prison Montluc, sa direction, ses équipes pour la générosité, le dynamisme, l'inventivité avec lesquels ils font vivre ce partenariat. Générosité notamment dans l'accueil des étudiants, des personnels de l'université pour les visites qui sont organisées. Et je le dis d'autant plus volontiers que dès la semaine prochaine, mes étudiants et moi-même allons bénéficier de cet accueil. Mais nombreux sont les personnels, les étudiants qui en bénéficient. Il y aura une lecture organisée en partenariat avec le TNG à Montluc le 23 octobre. Merci. En partenariat avec le service des affaires culturelles. Donc, ce partenariat est très vivant et évidemment, je salue le travail accompli à la fois par Montluc et par les bibliothèques universitaires qui se sont emparées de cette convention qui nous lie. Donc, merci encore à toutes et tous et bonne soirée à chacun et à chacune. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette première conférence, comme l'a dit Mathieu, organisée en collaboration avec le Mémorial national de la prison de Montluc. Cet événement qui s'inscrit dans le cadre du partenariat donc entre Lyon 3 et le Mémorial, illustre notre engagement commun à développer des thématiques liées aux questions mémorielles et à la transmission de la mémoire. Donc cette conférence, modérée par Xavier Pin, professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles dans notre université, est l'occasion d'écouter 2 intervenants de renom. Olivier Manoni, qui est en visio, récipiendaire du prix Eugène Emblé pour son œuvre d'auteur de plus de 200 traductions publiées et directeur de l'école de traduction littéraire du CNL, et Nicolas Barreit, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Pau. Les intervenants tenteront de démontrer comment les nazis ont pensé et traduit leur idéologie par la déformation du langage, notamment juridique. Le langage nazi est construit sur la dissimulation. Ce langage, encore aujourd'hui, soulève des interrogations auprès des historiens sur les crimes dissimulés derrière des termes apparemment innocents. En analysant cette dynamique, en exposant le lien entre sémantique et justice pénale, la conférence montrera le langage nazi comme pièce à conviction. Mesdames et messieurs, à travers cette rencontre, nous espérons susciter une réflexion collective, comme l'a dit Mathieu, je répète, sur le rôle fondamental que joue la mémoire dans notre société actuelle. Notre université porte le nom de Jean Moulin, symbole de la résistance française, qui incarne cette mémoire vive que nous devons préserver. Que cette conférence soit un pas vers une meilleure compréhension des enjeux mémoriels et une incitation à ne jamais oublier, à toujours questionner et à toujours défendre la vérité.
Et de façon plus légère, je vous informe qu'à l'issue de cette conférence, un cocktail sera servi pour sceller cette collaboration avec le Mémorial Montluc. Je vous remercie. Bonsoir, et je vais faire très très court parce que c'est pas en prise de parole publique que je suis la plus douée et que vous avez hâte de découvrir cette conférence. Donc, au nom du Mémorial national de la prison de Montluc, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont permis la réalisation de cette soirée. Donc, l'université Jean Moulin Lyon 3, les bibliothèques universitaires, bien sûr nos participants, Olivier Manoni, Nicolas Barrette, Xavier Pin, et vous, évidemment, sans qui cette soirée ne se réaliserait pas aussi bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, Lionel Mignot, responsable de la mission culture, j'ai collaboré avec Claire et bien sûr les enseignants sur l'organisation de cette conférence. Donc, on démarre avec Xavier Pin, Nicolas Barrette et à distance, Olivier Manoni. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne suis que le modérateur, vous l'aurez compris, professeur de droit. Je voulais simplement, je ne sais pas si ça a été dit, expliquer pourquoi Olivier Manoni, qui nous parlera dans un instant, est à distance, parce que les trains du sud-ouest ont été annulés. Il venait de là-bas à cause d'une tempête. C'est pour cela, mais vous avez la chance comme ça de l'avoir en grand écran. Moi, je serais sans doute comme vous, c'est-à-dire je viens ici avec plus de questions que de réponses sur ce thème, tout simplement parce que j'étudie le droit pénal depuis plusieurs années, puis j'ai étudié le droit allemand surtout. Et c'est à ce titre que j'ai rencontré aussi le droit national socialiste. Et quand il s'agit de présenter ce droit, notamment à mes étudiants, et avec des principes fondamentaux que l'on connaît dans notre droit libéral, si vous voulez, le premier, c'est le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. On tombe sur les premières lois qui ont été faites par les nazis, et je pense notamment à une loi de 1935, qui réécrit le paragraphe 2 du code pénal de l'époque, et un paragraphe 2 dans lequel on dit qu'on peut être puni, je le fais rapidement, lorsque la loi pénale le prévoit, mais lorsque la loi pénale ne le prévoit pas, on sera puni selon le... Alors, la traduction, c'est pour ça que j'ai des questions, c'est selon le gesundem Volksempfinden, et ça veut dire le sain instinct du peuple, sain S-A-I-N. Et donc, à partir de là, et à partir de tout autre concept qui ont été introduits dans la loi, notamment s'il faut interpréter la loi, on ira chercher les notions de juste ou de l'injuste, des notions assez larges, et des principes notamment, quand c'est assez clair, on ira chercher l'esprit de la loi, c'est pas très clair, mais les manifestations du Führer, on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a petit à petit des concepts très larges qui ont été introduits dans le droit pour le pervertir, finalement. Et cet ordre nazi s'est installé sur du droit qui avait l'air d'être bien fait, mais qui pervertissait tous nos principes. Et ensuite, j'ai redécouvert, quand il s'est agi de juger les nazis quelques années après, et notamment... alors, il y a eu des procès emblématiques que vous connaissez tous. On a jugé quelques grands dignitaires nazis à Nuremberg, mais c'était 22 personnes. Ensuite, il y a eu le procès de Francfort sur les médecins. Mais surtout, il y a plus d'une dizaine de milliers de personnels qui avaient servi dans les camps, les juges qui avaient servi notamment dans les Blutschutzsachen, c'est-à-dire dans les tribunaux qui avaient été mis pour finalement... sauver la race aryenne qui était mise en place et dans lequel on punissait des juifs parce qu'ils n'étaient que juifs et on les traitait de souillures sociales, eh bien, ces personnes qu'il a fallu finalement juger, ils n'ont été que très peu jugés et condamnés parce qu'il a fallu les réintégrer dans le système allemand. Et là, c'est le droit qui a inventé des concepts, qui a déformé les concepts. C'est-à-dire toutes ces personnes qui avaient activé le Zyklon B dans les camps se sont retrouvés en réalité que complices de crimes contre l'humanité parce qu'on a dit qu'ils n'avaient pas l'intention d'un auteur. Finalement, il n'y avait qu'un auteur, c'était Hitler, et les autres ne les avaient pas. Et on avait ce Gehilfenrechtsprechung, c'est-à-dire qu'on avait finalement des concepts qui ont été déformés à ce moment-là pour pouvoir continuer à vivre avec ces personnes, à les réintégrer. Et le pire, ce sont les juges qui avaient condamné des personnes juives et à qui il fallait démontrer, si on voulait les accuser pour leurs actes, qu'ils avaient eu une intention de pervertir le droit.
Et cette intention de pervertir le droit, on ne l'a démontré jamais parce qu'en réalité, ils n'ont qu'appliqué le droit qui avait lui-même été déformé. Alors, c'est pour ça que je suis vraiment très preneur de ce que vont me dire mes deux collègues ici. C'est pour savoir comment on est arrivé à modifier les termes du droit pour que finalement le droit soit au service de cette abomination qu'a été le nazisme. Et les juristes, on est toujours embêtés parce que le droit nous accompagne les meilleurs comme les pires des choses. Mais là, avec le langage du nazisme, on est allé quand même le plus loin possible. Alors voilà, ça fait partie des interrogations que j'ai. Et j'aimerais, la conférence y répondra certainement en grande partie. Je vais donner la parole, je me tourne, mais je devrais le regarder en face dans la caméra, à Olivier Manoni, puisque c'est le grand spécialiste de la traduction de ce langage nazi, mais il va nous en parler mieux que moi. Eh bien, cher collègue, bonsoir, merci beaucoup de votre accueil. Je regrette vraiment de ne pas être avec vous, mais Kirk a eu raison de mon voyage. Je vais essayer d'abord de vous donner un cadre linguistique, si vous voulez, pour les discussions qu'on peut avoir ce soir, en vous expliquant un peu, d'après mon expérience à la fois de traducteur et puis d'auteur, d'où vient cette langue à laquelle vous avez affaire quand vous avez affaire au droit nazi. Le langage juridique qui apparaît, plutôt qu'il se constitue au fur et à mesure de l'avènement et de l'installation du nazisme, a des racines extrêmement profondes dans l'histoire même du nazisme, et c'est comme ça qu'on peut tenter de comprendre d'où il vient et quels sont ses buts. Premier point, la langue nazie n'est pas quelque chose qui a été inventé de toutes pièces. Elle a une histoire qui remonte assez loin, qui remonte à la fin du 19e siècle, notamment avec un mouvement qui s'appelait le mouvement Völkisch, qui était une espèce de mélange très étrange un mouvement d'extrême droite, autoritariste, raciste, avec une composante très forte de culte du terroir, de culte de la terre, et une autre composante très importante aussi, d'ésotérisme, qui revenait très très souvent. Ce langage-là, il va se développer jusqu'à l'arrivée en fait des nazis. Il va jouer un rôle important. Hitler va le récupérer pour son propre langage, pour son propre mouvement. On en retrouve des traces dans Mein Kampf, puis le rejeter parce que justement l'idée, on pourra en reparler, l'idée d'Hitler, c'est que ce troisième Reich, ce Reich millénaire, ne doit pas avoir de racines et que pour lui, c'est une création entièrement nouvelle. Mais bon, c'est un langage qui remonte loin, qui s'exprime donc à travers ce mouvement qui parcourt à la fois l'histoire, la politique et la littérature allemande de la fin du 19e et du début du 18e, et qui prend pour la première fois une véritable forme politique avec un mouvement qui s'appelle la Révolution conservatrice, qui est apparu juste après la guerre, qui ressemble à un certain nombre d'auteurs très importants, dont un qui va nous concerner particulièrement ce soir, mais on peut citer notamment Ernst Jünger, qui en fait partie, un monsieur qui s'appelle Müller von der Brück, un monsieur qui s'appelle Nikisch, autant d'auteurs qui vont décider de se vouer à l'idée d'une restauration de la puissance allemande à travers des éléments qui déjà concernent directement le droit. En particulier, il y a une apologie de la force, il y a une apologie du droit naturel, il y a une apologie de l'idée que l'état de droit, pour reprendre une discussion qui tourne beaucoup en France, ne vaut rien face à la volonté de la race et du peuple. Ce sont deux éléments qui vont être constitutifs. Ce qui est intéressant pour notre débat de ce soir, c'est que dans le lot de ces écrivains de la Révolution conservatrice, il y a un juriste qui s'appelle Carl Schmitt, dont on va certainement reparler tout à l'heure, qui joue un rôle majeur sous le nazisme. On l'appelle le Kronjurist, le juriste majeur ou le juriste couronné du nazisme. Et non seulement il va jouer un rôle dans le nazisme, mais il va jouer un rôle après aussi dans la constitution de l'Allemagne fédérale et dans sa loi fondamentale. Donc c'est un personnage extrêmement important qui vient de là. Et ça explique pas mal de choses. Le professeur Barré développera certainement beaucoup mieux que moi après. Ce sont les premiers éléments. Après, ce langage va se décliner, je vais évidemment très très vite pour ne pas vous occuper pendant 3 heures, sous différentes formes. Mais celles qui nous intéressent le plus ce soir sont une forme extraordinairement moderne, qui est le langage de Goebbels, qui est un langage direct, très brutal, fait de phrases extrêmement courtes,
et extrêmement violentes dans leur formulation. Ce sont des phrases qu'on va retrouver dans les textes du droit allemand. D'une part, il y a ça. L'autre courant va donner le jour à des textes beaucoup plus alambiqués. Il y en a deux, notamment. Le premier, c'est le mythe du XXe siècle de Rosenberg, qui est un texte absolument illisible, qui est fondé sur des mythes remontant justement à ce mouvement folkish dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui va produire une langue très difficilement compréhensible, extrêmement fumeuse, extrêmement ampoulée. C'est vraiment typiquement le produit de la lignée folkish du 19e siècle. Elle est complètement mystique, imprégnée d'une espèce d'ésotérisme politique tout à fait de mauvaise aloi. Et Rosenberg, on le sait, va jouer lui aussi un rôle tout à fait important au sein du régime nazi, même s'il était en rivalité constante avec Goebbels et si ça a limité ses capacités d'action. Et puis l'autre auteur qui a utilisé cette histoire du langage, c'est bien entendu Hitler. Je pourrais là aussi faire des longs développements, mais je vais essayer d'être très court. Mein Kampf, qui n'a qu'un intérêt relativement limité pour comprendre l'histoire du nazisme, etc., a en revanche un intérêt majeur pour comprendre le développement de son langage, de sa langue. Mein Kampf, je l'ai écrit notamment dans mon livre, est un livre qui est un livre de confusion totale. C'est-à-dire que c'est un livre qui va développer de fausses argumentations sous une forme extraordinairement alambiquée, avec des constructions grammaticales et logiques qui sont totalement aberrantes, et qui va arriver à partir de ça à développer une espèce de violence dans les intentions, aussi bien une violence belliqueuse vis-à-vis de ses voisins, vis-à-vis de l'Est, qu'une violence discriminante, qu'on va retrouver après dans les lois dont on parlera ce soir, c'est-à-dire une violence qui est dirigée vers ce qui n'est pas ce qu'on appelait la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple, qui n'était pas du tout une communauté nationale, qui était une communauté ethnique, sociale et politique, qui comprenait ce que Hitler appelait les Aryens, qui était une définition extrêmement vague et fantaisiste, et qui excluait non seulement toutes les races, comme pour utiliser le terme qu'employaient ces gens-là, non ariennes, donc les juifs notamment, mais aussi les noirs, mais aussi les tziganes, etc., mais aussi des gens qui n'étaient pas dans le corps social et qu'il fallait donc exclure. Et il y a un nombre considérable de lois qui sont considérées à ça, à exclure de la communauté allemande tous ceux qui, par exemple, les Arbeitsscheue, les réfractaires au travail, qui ne se conforment pas à la vision qu'avaient les nazis en général et Hitler en particulier de ce que devait être le corps social, le Volkskörper allemand. Voilà. Ces textes ont tous des traits communs qui vont, je pense, revenir dans notre discussion de ce soir. Premièrement, ce sont des textes d'une extrême violence. Ils sont violents parce qu'ils excluent, parce qu'ils menacent. Il y a dans Mein Kampf des menaces extrêmement claires contre l'ennemi militaire, mais aussi contre l'ennemi intérieur, contre les socialistes. Il y a cette fameuse phrase de Hitler qui dit, à propos des moqueries qui les suit en 1923-24, il dit ils peuvent bien nous considérer comme des bouffons, ils se moquer de nous, peu importe. L'essentiel, c'est que on voit que nous sommes les seuls, et quand nous serons au pouvoir, la presse juive verra de quel bois nous nous chauffons. Donc ce sont des textes de menaces directes, très précises, encore plus chez Goebbels, qui est en permanence sur le mode extrêmement agressif. Et ces cette caractéristique va se retrouver aussi dans les lois. Deuxième point, ce sont aussi des textes de propagande, c'est-à-dire qui visent toujours à convaincre. Et d'une certaine manière, la rhétorique de ces textes-là, et en particulier celle de Goebbels, va se retrouver en partie dans les textes de loi. Troisième point, et c'est à mon avis le plus important, vous l'avez évoqué pour certains, c'est l'aspect de camouflage. Depuis le début, il y a une ambiguïté totale sur les intentions des nazis. Donc on sait qu'ils vont exclure, ils le disent très clairement, qu'ils vont scinder la société, mais après sur la manière dont ça va pouvoir se passer, il y a une espèce de flou artistique qu'ils vont constamment entretenir. Pour une raison très simple, c'est que d'une part, ils vont entretenir la violence contre leurs ennemis, mais que d'autre part, ils ont besoin de séduire. Et que donc les deux vont aller de pair en permanence. Ce camouflage va s'accroître
très rapidement au fur et à mesure qu'on va rentrer dans la guerre, puis qu'on va rentrer dans la Shoah par balle, et à partir de 1942, qu'on va rentrer dans la Shoah tout de suite, ou tout court, où là, l'ensemble de l'appareil nazi va devenir une espèce de gigantesque appareil de camouflage verbal pour dissimuler les intentions. Un seul exemple, le programme qu'on appelle nous euthanasie s'appelle en fait le programme T4 et consiste à éliminer les malades mentaux et les handicapés physiques dans tous les instituts où ils sont regroupés en Allemagne. C'est un exemple de camouflage qui commence celui-là en 1938 et qui va imprégner la totalité de la suite de ce qui se passe. Voilà. Pour finir, je voudrais simplement montrer par 4 exemples et vous laisser après développer ce que signifiait en fait ce camouflage à travers quelques noms de lois simplement, et puis 2 ou 3 points qu'elle développe. La loi sur la restauration de la fonction publique, par exemple, qui est une loi avec un titre tout à fait anodin. Vous pouvez croire que c'est simplement une loi destinée à rehausser le salaire des fonctionnaires ou à leur donner de meilleurs locaux. Il s'agit en fait d'une loi d'épuration qui va permettre aux nazis d'éliminer de toute la fonction publique, bien évidemment les juifs, mais aussi tous les opposants et toutes les personnes qui contrecarrent leur projet. La loi sur la protection du sang allemand et de l'honneur allemand, qui est une des lois dites de Nuremberg, donc une des lois raciales, est une loi qui, en fait, n'est pas une loi de protection, mais une loi d'exclusion totale d'une partie de la population, et notamment de la population juive. La loi sur la citoyenneté du Reich, là encore, un titre totalement banal, est en fait une loi qui va organiser la discrimination des Juifs, la perte de leur nationalité, la perte de leur capacité de travailler, la perte des avantages qu'ils pouvaient avoir dans la société, et qui en fait va déboucher, c'est une loi qui va déboucher à terme sur la sélection vers la Shoah. Voilà. Dans ce vocabulaire, mais là je vais vous laisser reparler de tout ça, je tenais simplement à dire que ce vocabulaire est aussi un vocabulaire totalitaire. Comme tout vocabulaire totalitaire, il va tenter de recréer, lui, une réalité à partir des mots, une réalité qui est autre que celle que tout le monde connaît. Alors, par exemple, le nazisme va imposer le terme de race juive, ce qui est en soi une aberration, ça n'a rigoureusement aucun sens, mais ça va être le terme qui va lui permettre en fait de désigner l'ennemi. On revient à Carl Schmitt, pour lequel la politique se limitait à peu près à ça, une confrontation entre amis et ennemis, et donc l'ennemi à éliminer, et de là, toute une série de catégories, quart juif, demi-juif, mischling, etc., c'est-à-dire un quadrillage juridique de la société, avec un vocabulaire qui va s'imposer de manière totalement rigide et qui va en fait instaurer une espèce de totalitarisme du droit et qui va déboucher directement après sur les drames qu'a provoqué le nazisme, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Sur ce, je vais vous rendre la parole en vous remerciant. Oui, merci. Bon, je prends juste la parole pour la donner à Nicolas Barreit en ce moment, et moi j'ai été sensible à ce que je venais d'entendre. Carl Schmitt était vraiment, et je pense que ça reviendra, un acteur majeur, mais sa notion d'ennemi aussi, de communis hostis, d'ennemi du peuple, il a aussi pu l'intégrer dans des lois qui existaient avant. C'est ça le problème du droit. C'est que très souvent, on a des lois avec des concepts assez larges. Et là, par exemple, l'internement de sûreté a été voté sur une loi du Deuxième Reich qui était prévue pour les fous. Ça arrangeait bien le régime nazi pour finalement exclure grâce à cette mesure qui existait avant. C'est-à-dire que, oui, il y a eu le langage nazi, mais qui a rencontré à un moment donné le langage du droit, qui était un véhicule assez commode. Mais nous allons en apprendre plus maintenant avec Nicolas Barreit. Je lui cède la parole. Merci Xavier, merci Olivier. Je vais m'inscrire bien sûr dans tout ce qui vient d'être dit et dans les petites briques qui ont déjà été posées. On pourrait s'interroger quand même sur pourquoi est-ce que vous m'avez fait l'honneur de m'inviter ici, moi venant de Pau. Qu'est-ce que je fais ici? Alors, il se trouve que je travaille sur les relations entre le droit et la littérature. Et que dans ce travail-là, je m'interroge aussi sur le fait que le droit est une littérature, est une écriture. Et forcément, quand on s'intéresse à cette question-là, on tombe à un moment donné sur la question
du droit nazi. On avait abordé cette question avec Xavier l'année dernière, s'interrogeant est-ce que le droit peut être une littérature de haine. Et bien évidemment, l'exemple qui venait, c'était celui du nazisme. Je vais rien inventer ce soir avec vous. Je vais être bref. Je vais surtout m'appuyer sur les travaux des historiens et des juristes. Il y a des historiens qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Vous connaissez sans doute Johan Chapoutot, qui a beaucoup écrit sur ces questions-là, qui vient de sortir un ouvrage, j'ai vu, sur le monde nazi. Et côté juriste, Olivier Jouan-Jean, professeur qui a aussi beaucoup travaillé à la fois sur les juristes allemands et sur la place des juristes nazis chez les juristes allemands, parce que ce sont aussi des juristes. Moi, je parlerai en juriste, je connais pas du tout l'allemand, je parle pas la langue allemande, mais je parle la langue du droit, en fait. Et donc, c'est à ce titre-là que je vais évoquer des choses avec vous. À mon sens, le droit nazi, c'est un droit monstrueux, c'est souvent comme ça qu'on le qualifie. Et moi, je dirais que c'est un droit parasite. C'est un droit parasite parce qu'il s'est installé dans le droit libéral qui existait avant lui. Il a vécu de ce droit qu'il a parasité et à terme, comme souvent font les parasites, il l'a tué en réalité. Mais il s'est vraiment nourri de ce qui était déjà là pour le pervertir, on va y revenir, pour renverser la logique. Comment est-ce qu'on peut le voir de grandes lignes, on pourra revenir dessus si vous voulez. D'abord, il a inversé les caractéristiques du droit libéral. On parle du droit libéral, il va renverser les caractéristiques. Pensez au monde à l'envers, en fait. Le monde nazi, c'est un monde à l'envers, en réalité. Et après, il a pris les concepts du droit libéral et il les a redéfinis. Il les a resémantisés. Il y avait une catégorie et il a mis un autre contenu dedans, en réalité. C'est ça qui fait que sa perversité, c'est son parasitisme. L'inversion des caractéristiques du droit libéral, on l'a dit un petit peu, un droit libéral, on espère que notre droit à l'heure actuelle est libéral, il l'est doublement. Il est d'abord libéral parce qu'il se fonde sur l'idée que nous sommes libres. La liberté individuelle est censée être un droit fondamental. Et comme nous sommes libres, le droit doit porter le moins atteinte à notre liberté. Et prenez le droit le plus attentatoire aux libertés, qui est le droit pénal, qui est le plus attentatoire à notre liberté. Il faut que ce droit pénal porte l'atteinte la moins importante à notre liberté. C'est souvent très difficile de trouver l'équilibre entre trouver les infractions, punir les auteurs et garantir la liberté. Un droit libéral, il a cette préoccupation-là de porter le moins atteinte possible à la liberté. Et ça va se traduire par l'interprétation stricte, mais par la légalité des délits et des peines, par la nécessité des peines, par la présomption d'innocence. Tout un tas de principes qui, aujourd'hui, on trouve par exemple dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui n'est pas qu'une mémoire historique, qui fait partie de notre droit actuel, qui est applicable, qui fait partie de notre Constitution. Et quand on défend le droit libéral, quand on fait du libéralisme juridique, tout de suite, ce qu'on va dire, c'est que la forme protège. Le formalisme protège. Ça paraît bizarre de dire ça, parce qu'on dit souvent, il y a plein de papiers, l'administration nous embête, etc. Ça vous protège en réalité. La forme imposée à l'État, la forme imposée à l'administration, la forme imposée aux agents publics. Et donc, il y a cette vieille idée qu'on trouve chez Jhering, qui est un auteur allemand, que la forme est la sœur jumelle de la liberté. Un système libéral est un système formaliste. Et à partir de là, dès lors que vous déformalisez, dès lors que vous enlevez de la forme, dès lors que vous enlevez des exigences de forme à l'égard de l'État, vous êtes en train de partir vers un système autoritaire. C'est peut-être un peu contre-intuitif, mais un système libéral est un système formaliste ou très formaliste, et d'abord parce que il s'impose à l'État, en réalité. Et la forme, ça sert à quoi? La forme, ça permet de donner de la sécurité juridique. On sait à quoi s'attendre. Quand les textes existent, on peut les connaître à l'avance, on peut les lire, on peut essayer de trouver leur sens, mais ils sont déjà là. C'est ça la sécurité juridique. On n'est pas surpris le matin parce qu'on nous dit la règle vient de changer. Non, en fait, elle est déjà là. C'est pour ça qu'on a inventé des codes. Les codes, c'est la réunion en un seul endroit de tout un tas de règles, mais qui sont accessibles. Alors, vous pouvez vous amuser. Vous tapez sur Légifrance, vous allez tomber sur les lois, nos lois. Elles sont accessibles à n'importe qui. Alors, il faut peut-être être accompagné pour les comprendre, pour leur donner du sens, mais elles sont accessibles et le formalisme permet cette accessibilité. Le formalisme, il permet l'égalité de traitement. Parce que face à un texte, tout le monde va être traité pareil, parce que dès lors que vous rentrez dans la catégorie du texte, vous serez traité pareil. Et donc vous comprenez que le formalisme, il garantit contre l'arbitraire, et en particulier contre l'arbitraire du juge. Xavier l'a dit, dès lors que vous commencez à dire que le juge, il interprète la loi, non plus en fonction de textes très stricts, mais en fonction de la volonté du peuple, de la volonté du Führer, de l'ordre public, mais de manière extrêmement floue, on est dans de l'arbitraire, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc système libéral égale système formaliste. Qu'ont fait les nazis? En fait, ils ont renversé ça.
pour eux, le droit ne doit pas être dans la sécurité juridique. Il faut que le droit il soit dans la menace permanente. Il faut qu'on ait peur tout le temps du droit. Et donc, il faut qu'il soit imprévisible. Il faut qu'il y ait de l'arbitraire. Il faut qu'on soit toujours soumis à l'arbitraire. Vous renversez tout ce que je vous ai dit. Il faut qu'on soit dans l'arbitraire. Il faut qu'on s'éloigne de la forme. Pourquoi ? Disons-le de manière très brutale. Parce que le droit écrit, le droit libéral, le droit formel, c'est le droit juif. Derrière ça, c'est l'antisémitisme des nazis qui parle. Ils appellent ça le Talmud. Talmud. Les textes juifs, avec tout ce qu'on entend derrière, c'est-à-dire les commentaires qui sont venus derrière, etc. Et pour les nazis, c'est horrible d'avoir ça dans le droit allemand. Non, on ne peut pas penser le droit comme ça, sinon on pense le droit comme des juifs. Un très grand juriste qui domine encore intellectuellement notre pensée, Hans Kelsen, autrichien, qui met en forme, on va dire, le monde juridique libéral avec la hiérarchie de normes. Il va être appelé le juif Kelsen, c'est comme ça qu'on l'appelle. Un des grands adversaires de Kelsen sera Carl Schmitt. Alors, vous avez vraiment les deux tendances de la pensée allemande. Hans Kelsen quittera l'Autriche parce qu'étant juif, il était quand même menacé. Il finira sa carrière aux États-Unis. Mais c'est un des penseurs très très importants de notre modernité. Il était absolument détesté par les professeurs de droit nazis. Il y a eu des professeurs de droit nazis. Vous dites pas que ce qu'on veut faire. Il y a vraiment une doctrine juridique nazie. Des gens qui ont cru en ça. Donc, ils veulent éviter cette idée que c'est le droit des juifs, le droit des ennemis de la communauté, comme on l'a dit. Et une idée peut-être un peu étrange, pour eux, le droit doit être irrationnel. Alors, ça paraît peut-être un peu étrange, mais Olivier a évoqué l'ésotérisme qui fait partie des racines, donc ça revient à ça. Un droit formaliste, c'est un droit rationnel. Je lis un texte, si je suis à peu près constitué, je peux le comprendre. Les nazis veulent que ce soit irrationnel, que ce soit incompréhensible, parce que leur grand mot, c'est que le droit, c'est la vie. Et c'est vraiment leur grand mot. Le droit, c'est la vie. Ils vont opposer la vie à la lettre morte. Donc pour eux, le droit des juifs, c'est le droit de la lettre morte. Le droit nazi, ce sera le droit de la vie. Je vous cite Otto Thierack, je ne sais pas si vous savez qui c'était le ministre de la Justice nazi en 1942. Phrase authentique. Le droit, c'est la vie, et non la forme rigide d'une idée juridique. Dire le droit, c'est mettre en œuvre une justice vitale et non faire l'exégèse, le commentaire des textes écrits. Le droit, c'est la vie, il faut défendre la vie, il faut se séparer des textes, les textes sont stériles, les textes, c'est la mort. Mais dit comme ça, mais tout le monde est d'accord, mais bien sûr, bien évidemment qu'il faut que le droit soit la vie. Enfin, qui pourrait être opposé à ça, en réalité ? Sauf que le droit, c'est la vie, ça donne naissance au camp de la mort. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est le monde à l'envers. Ce que les nazis appellent la vie, c'est la vie des Aryens, c'est la vie des nazis. Mais c'est en réalité la mort des autres. C'est la mort des ennemis. Quand vous lisez les témoignages des gens qui ont survécu au camp, ce qu'ils disent tout le temps, c'est ici, c'est la mort. Il n'y a pas de vie ici. Ils sont en vie. Ils sont en vie. C'est étrange parce que vous allez me dire, mais il n'y a que quand on est en vie qu'on peut dire qu'on est vivant ou mort. Parce que quand on est mort, on ne peut plus rien dire. Ok. Mais on pourrait même revenir sur cette catégorie, je ne sais pas si vous la connaissez, ce qu'on appelait les musulmans dans les camps, qui étaient des morts vivants d'une certaine manière et qui étaient dans ce statut un peu étrange de vivants, mais qui se considéraient des gens comme étant morts. Ils passent leur temps à dire, les survivants, on n'était pas vivants dans les camps, en fait. Alors qu'à l'extérieur, le ministre de la Justice, il disait, vous voyez, ça c'est la vie, en fait, qu'on est en train de mettre en place. Ça, c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire l'inversion des valeurs libérales, ça aboutit à ça. Et puis, je vous l'ai dit, il y a une redéfinition, une resémantisation des concepts. Il y a un paradoxe du droit nazi, que vous connaissez peut-être pas, qui est le fait que les nazis ont repris beaucoup de textes juridiques antérieurs au nazisme, et notamment de la République de Weimar. Ils ont pris beaucoup de textes républicains, libéraux, qu'ils ont transformés. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand ils sont arrivés au pouvoir, qu'ils ont fait table rase, qu'ils ont supprimé tous les textes antérieurs, et qu'ils ont fait que des textes nouveaux. Il y a très peu de textes nouveaux nazis. Comme l'a dit Xavier, il y avait déjà des textes qui étaient là, et ils les ont parasités, en fait. Ils sont rentrés à l'intérieur. Je cite Carl Schmitt. Alors, je suis un petit peu désolé parce que je passe mon temps à citer des nazis, hein, donc bon, il faut juste que je retrouve ma petite phrase. Il nous dit, Carl Schmitt, en 1934, hein, vous voyez la précocité, 1934, nous repensons les concepts juridiques de fond en comble. Donc Carl Schmitt, très grand professeur de droit à ce moment-là, et qui était plutôt considéré comme étant catholique d'ailleurs que comme nazi,
c'est comme ça qu'il s'est défendu après la guerre, il va dire ça, il y a les concepts, ils sont là, les concepts, donc la manière de penser le droit et donc le monde, hein, parce qu'en fait le droit est une grille de lecture qu'on pose sur le monde, on va les repenser de fond en comble, on va tout reprendre à zéro. Et ils vont s'attaquer à quoi? Ils vont s'attaquer au concept central du système libéral, qui est le concept de personne. La notion de personne, qui est une notion juridique. Vous avez un juriste nazi qui s'appelait Karl Lorenz, qui a beaucoup écrit là-dessus. Ce concept de personne, on l'utilise, nous, en droit français, aujourd'hui. Vous êtes tous des personnes dans la salle, vous êtes des personnes physiques. Vous n'êtes pas que des êtres humains. Des êtres humains, c'est la réalité, on va dire, mais pour travailler et agir sur le droit, avoir des relations juridiques, il faut avoir un vêtement juridique particulier qui s'appelle la personne. Et donc, on est tous des personnes physiques. Une société, une association, un État seront des personnes morales, mais seront aussi des personnes. Donc, c'est vraiment la clé d'entrée dans le système libéral, hein, dans le système juridique, le concept de personne. Karl Lorenz, il le sait, donc il sait que s'il remet en cause ça, il contamine tout le reste. Si vous touchez, c'est comme dans un logiciel en fait, et si vous touchez le point central, tout le reste est modifié. Et c'est ce qu'ont fait les juristes nazis, ils ont attaqué la notion de personne. En jouant de l'étymologie, mais là aussi en jouant de manière très perverse de l'étymologie, ils vont dire personne, ça vient de quel mot? Ça vient de persona en latin, le masque. Oui, ça veut dire le masque. Le masque sur la pièce, quand on faisait une pièce de théâtre, on mettait des masques qui représentaient le personnage et surtout qui faisaient porter la voix dans l'amphithéâtre. Et c'était le rôle social qu'on avait. Mais Karl Lorenz, il va dire quoi? Le masque de qui? Le masque des Juifs. Il pervertit l'étymologie. Les Juifs se cachent derrière le masque des personnes. Le concept de personne est un concept juif. On ne doit plus le penser comme ça. Et donc, comment ne plus le penser comme ça? Karl Lorenz va dire, mais non, une personne, c'est pas juste ce qu'on appellerait un sujet de droit. Ça va être quelqu'un qui aura des droits et des obligations, mais il rajoute parce qu'il est utile à la communauté du peuple, à la communauté raciale. Donc il rajoute l'idée d'une utilité sociale. Et à partir de là, c'est hyper simple. Il considère que les Juifs n'ont pas d'utilité sociale. Si les Juifs n'ont pas d'utilité sociale, les Juifs ne sont pas des personnes. Et donc là, on peut faire un très beau raisonnement juridique. Qu'est-ce qu'un meurtre? C'est le fait de tuer une personne. Si je tue un être humain qui n'est pas une personne, c'est pas un meurtre. Et donc le fait de tuer des Juifs, juridiquement, au regard des nazis, c'est pas un meurtre. Et c'est pour ça qu'ils ont pu développer toutes ces techniques d'extermination. Mais on se dit, mais comment? C'est un autre paradoxe. On a l'impression qu'ils sont obsédés par les règles, par la légalité, bizarre légalité quand même, et qu'en même temps, ils ont fait des choses qui, aux yeux de tout le monde, paraissent illégales. Mais non, ils se sont débrouillés pour que ce ne soit pas illégal dans leur système. Non, les Juifs sont des parasites. Je déplace le conflit au Rwanda. Au Rwanda, on dira que ceux qui ont été victimes du génocide, c'était des cancrelats, des cafards. Dès lors que vous changez la catégorie, dès lors que vous changez de langage, vous pouvez faire des choses parce que le droit, tout d'un coup, vous y autorise. Et donc, il a bougé la notion de personne. Mais si vous bougez la notion de personne, vous bougez la notion de contrat, la notion de mariage, la notion de filiation. En fait, il a tout remis en cause, en réalité. Et il a donné une assise, il y a quand même je le dis en tant que juriste, il a donné quand même une assise juridique à ce système politique. Il y a eu un effet de légitimation par les juristes nazis de ce qu'ont fait les nazis. Alors ça interroge forcément sur le rôle de juriste. Est-ce qu'on doit s'opposer aux lois en cours? Est-ce qu'on doit les accompagner? Est-ce qu'on doit rester neutre et ne rien dire et les commenter? Les collègues des années 30-40 ont commenté les textes comme n'importe quel autre texte. Et donc il y a une interrogation. Si je commente un texte nazi comme un texte libéral classique, est-ce que je ne participe pas de sa légitimation? Ou pas? Et c'est un vrai questionnement, mais quasi éthique, quand on est juriste, mon travail de commentaire et donc d'accompagnement du texte pour qu'il soit compris par tout le monde. Est-ce que je suis complice en fait de celui qui fait le texte ou pas? Et je m'arrêterai juste là pour dire que cette notion de personne qu'on peut travailler, vous avez des juristes à l'heure actuelle qui réfléchissent à ça, un juriste allemand, je pense à Gunther Jacobs, à la théorie du droit pénal de l'ennemi, on l'a un petit peu évoqué. Dès lors que vous considérez que certains êtres humains ne sont plus des personnes mais sont autre chose, appelons-le par exemple des terroristes. Là, tout d'un coup, ça veut dire qu'on peut appliquer des règles de droit un peu différentes. Mais on pourra y revenir si vous voulez. Merci.
Oui, merci beaucoup. Tu évoques à l'instant Günther Jacobs. Il a précisément mis des mots sur un droit qui devenait de moins en moins garantiste, ou en termes de justement ce droit que l'on appelle un peu sécuritaire, législation terroriste, etc. Et lui, dans les années 80, il a parlé de Feindstrafrecht, de droit pénal de l'ennemi. Mais alors, il en parlait comme un universitaire, parce que je ne crois pas qu'on puisse taxer Jacobs de nazisme, mais justement, il a commencé à mettre des mots, et le débat s'est produit, comme tu l'évoquais. C'est est-ce que commencer à commenter ces lois, ce n'est pas aussi les légitimer plutôt que de les combattre? Et derrière la notion de Feind, d'ennemi, on est revenu à est-ce que c'est du Schmitt dans le texte, ou est-ce que c'est un autre ennemi, un adversaire qui serait... À partir du moment où on voit que ce sont des personnes qui ont justement moins de droits que les personnes, on peut glisser. Mais les débats sont encore assez actuels. La grande différence, c'est pour ça que j'aimerais peut-être que Olivier réagisse à nouveau à ce que tu viens de dire, c'est que ça s'est fait dans le camouflage, ça se fait dans l'hypocrisie, et on avait des concepts, alors empruntés du droit d'avant, les guten Sitten, les bonnes mœurs, on peut y mettre tout ce qu'on veut, ces concepts de juste et d'injuste, Unrecht, on peut mettre tout ce qu'on veut. Mais derrière, c'est que les Allemands, les nazis, à ce moment-là, ont osé mettre des mots comme Rassenschande, Souillure sociale. Ils ont avancé d'abord masqués, mais ensuite, les masques sont tombés, si je veux dire. Mais ça, j'aimerais savoir si Olivier Maloney a senti cela dans les textes du début de 1934, et ensuite, est-ce qu'il y a eu cette évolution où peu à peu, finalement, les masques sont tombés? Ceux des nazis, les masques ne tombent pas, en fait. Ils vont être de plus en plus épais, de plus en plus opaques. Plus les crimes avancent, plus le masquage du régime est puissant. J'aurais juste voulu revenir pour l'approuver sur deux ou trois éléments qui viennent d'être développés. Premièrement, le parasitage du droit de Weimar, il apparaît aussi dans le langage et dans le retournement de certains termes. Il y en a un qui est très intéressant, qui est très problématique pour un traducteur, c'est le terme de Schutzhaft. Schutzhaft, littéralement, c'est de la détention préventive. Ça existe dans le droit de Weimar, c'est simplement une manière d'arrêter des gens avant un procès ou parce qu'ils sont soupçonnés de quelque chose. Les nazis vont réutiliser ça, s'en servir politiquement et le réinterpréter, c'est-à-dire qu'ils vont traduire de l'allemand vers l'allemand. Cette détention préventive va devenir une détention de protection, ce qui est grammaticalement tout à fait possible. Et donc, ils vont arrêter des gens pour les protéger. Lesquels vont bizarrement après être liquidés en prison, mais c'est un des éléments qui montre comment les nazis reprennent en tout cas le vocabulaire juridique et certaines formes qui existent déjà pour les retourner littéralement comme des gants et en fait les mettre au service de leur propre idéologie. Deuxième point très important, c'est la disparition de la personne. Et là, il y a deux éléments que je voudrais citer qui sont intéressants. En 1938, quand commence l'opération T4, l'opération euthanasie, là encore, on définit une non-personne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus aucun droit. Et le terme est extrêmement intéressant. C'est lebensunwürdiges Leben, c'est-à-dire la vie n'est pas digne de vivre. Donc vous avez en fait, l'allemand fait extrêmement bien, une abstraction totale pour désigner des êtres humains qui sont des gens qui sont malades, mais d'affections parfois tout à fait bénignes. Il y a eu un nombre de schizophrènes, par exemple, qui ont été assassinés tout à fait considérable, pour en fait les déshumaniser totalement, les faire sortir de ce dont on a parlé tout à l'heure, de la communauté, cette espèce de Volksgemeinschaft idéale, totalement glaciale en fait, précisément parce qu'elle définit un corps de personnes qui exclut un nombre phénoménal et de plus en plus important d'autres personnes. Et troisième point, pour reprendre un peu ces liens entre le vocabulaire et l'utilisation du droit, un terme qui est extrêmement intéressant, c'est la Siebenhaft. C'est littéralement la détention familiale, ou la détention, c'est encore pire, c'est tribal pratiquement, la détention de la lignée. C'est une loi qui a permis, enfin ce sont des textes qui ont permis aux nazis de récupérer une très ancienne loi médiévale
des pays allemands, et qui permettait en fait, quand quelqu'un avait commis un crime, de punir la totalité de la famille. Et c'est ce qui a été appliqué par le nazisme. Et pour reprendre l'idée dont parlait Nicolas, c'est-à-dire l'idée de l'évolution, c'est une peine qui va être appliquée notamment à partir du moment où la révolte commence à gronder en Allemagne. Les gens qui ont préparé l'attentat du 20 juillet, par exemple, vont être frappés par cette mesure, et la totalité, par exemple, de la famille, y compris très lointaine, de Stauffenberg, l'officier qui avait qui a commis l'attentat avec beaucoup d'autres personnes, a été frappé par cette mesure. Et là encore, il s'agissait d'une contradiction absolue avec le droit libéral, c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout de droit individuel, et donc plus de droit de la personne, et la sanction s'applique à des gens qui n'ont aucune espèce de responsabilité dans un crime supposé qui a pu être commis. Voilà. Mais pour répondre à votre question, Xavier, le camouflage du droit se peaufine, se perfectionne et s'accentue, s'intensifie au contraire au fur et à mesure que le régime avance et que les crimes qu'il commet, parce que là c'est vraiment des crimes, sont importants et qu'ils le savent parfaitement. La dissimulation nazie, ça n'est pas seulement une dissimulation des mots, c'est aussi une dissimulation physique. Je peux vous donner deux exemples. Le premier, c'est quand l'armée allemande a commencé à refluer à l'Est, l'une des grandes préoccupations de Himmler a été de faire déterrer les immenses fosses communes qui avaient été faites dans les pays baltes notamment, et en Pologne par les Einsatzgruppen au cours de la Shoah par balle, et de faire brûler des corps qui en étaient enterrés pour qu'il ne reste plus qu'une trace. Et de la même manière, quand l'avancée a continué, il a fait évacuer les camps de concentration et surtout les camps d'extermination d'Auschwitz, Treblinka, etc., pour qu'il ne reste aucune trace vivante sur place, c'est-à-dire qu'il n'y ait justement plus aucune personne ne puisse témoigner, en emmenant des gens qui étaient abominablement fragilisés en plein hiver sur des marches de dizaines, de centaines de kilomètres qu'on a appelées les marches de la mort, parce que très peu y ont survécu. Donc la volonté de camouflage, elle était absolument partout, elle était aussi dans les textes de loi. Oui, merci. Oui, c'est vrai, je crois qu'elle était même aussi dans les faits, parce que dans les camps de la mort aussi, ceux que l'on a jugés récemment en Allemagne, il y a eu on a débloqué la situation dans les années 2000, et ensuite là, on vient de juger ce qu'on appelait les petits rouages, ceux qui étaient les secrétaires dans les camps, les infirmières, etc., qui ont vu la solution finale de leurs yeux. Eh bien, l'un de ces gardiens, notamment, a été chargé de récupérer les valises juste avant d'entrer dans la chambre à gaz. Et lui aussi participait de ce mensonge. Le mensonge, il s'est fait jusqu'à la dernière minute. On vous garde les valises. Et pourquoi vous étiez armé ? Parce que si jamais on vous vole les valises. Donc l'ensemble du système était perverti, y compris ces agents que l'on a jugés maintenant, parce qu'on les a rejugés. Là, c'était histoire de se rattraper en quelque sorte. Le dernier avait 103 ans. Et il y en a eu une dizaine de... Et ce qui était intéressant, c'est de voir, je comprends mieux, c'est-à-dire que le mensonge a été même entré dans les mœurs, en réalité. Même ceux qui étaient les auteurs jouaient le jeu jusqu'au bout. C'était incroyable. On vous garde les valises en attendant et on récupère les manteaux. On vous les rendra après, mais on ne vous les rendra pas après. Alors, ils le savaient et ils ont utilisé cet argument de défense, parce que je me demande si tout le monde n'a pas été pris au piège de ce mensonge. C'est assez curieux. En tout cas, voilà, le droit s'est retrouvé déformalisé, complice du système. Lui aussi, Ahmed, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? C'est peut-être refuser dès le départ la perversion. Quand on commence à appeler l'ennemi, puis qu'on l'appelle l'animal, ou le Rassenschande, on n'est pas long. Il ne faut pas qu'on soit dans un système qui puisse... Parce qu'après, on trouvera la vie juridique. Donc c'est vraiment ce qui nous pose problème. Je vois qu'il est 19h20. Est-ce que vous voulez encore discuter entre vous, ou je peux donner la parole au public, puisque on avait une heure, a priori, je regarde les organisateurs. Donc on peut peut-être commencer un échange. Vous pouvez poser la question à Olivier Manoni ou Nicolas Barret, qui sont là pour vous répondre. Il y a un micro qui doit pouvoir circuler. Merci.
Voilà. Profitez, je ne viens pas tous les jours à Lyon. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup déjà, parce que je suis le premier à poser une question. J'avais une question à propos de celui qui a été le traducteur de l'idéologie nazie, parce que vous évoquiez les violences qui avaient été celles de la doctrine nazie. Est-ce que le traducteur, ça a été le législateur en traduisant cette violence dans les textes? Et si oui, qui prenait les décisions? Je ne connais pas l'institution allemande, le Bundestag. Voilà, est-ce que c'était fait par décret? Ou alors, est-ce que le traducteur, ça a été le juge, avec ce que vous disiez à propos de le fait de tuer, c'est tuer une personne, et le juif n'étant pas une personne, on ne tue pas. Donc, à travers cela, c'est peut-être le juge, le traducteur. Donc, c'est ce que je me demandais. Oui. Alors, sur l'aspect institutionnel, assez vite, le Parlement ne va plus fonctionner. C'est-à-dire, sous les nazis, ils mettent le feu au Reichstag, etc. Bien évidemment qu'ils étaient... Parce qu'à un moment donné, le Parlement est représentant de l'élection, de la démocratie, etc. Donc, le fait de lui dire « vous fonctionnez plus », ça va très bien dans l'idéologie nazie. Et puis après, on est dans une logique de pouvoir exécutif, c'est-à-dire de... Alors, je serais incapable de dire quels sont des décrets-lois, je ne sais pas comment on le dira en français, avec plein de strates, et peut-être des espèces de... Comme dans la 4e dimension, des boucles étranges, vous voyez, c'est-à-dire au lieu que les textes soient hiérarchiques, peut-être qu'ils seraient circulaires ou des choses, etc. Et puis, le zèle des exécutants, quand même. Parce que parfois, il n'y avait pas des textes en tant que tels, mais l'exécutant se dit, mais je pense qu'il faut faire comme ça, en fait, parce que on attend ça de moi. Ce qui est terrible, hein, parce que du coup, ça devient un moyen de défense pour ceux qui auraient fait les textes, de dire, mais moi, j'ai jamais dit qu'il fallait faire ça. C'est les exécutants qui ont compris ça. Et bien évidemment, il y a un rôle du juge. Alors, c'est facile à dire, parce que moi, j'étais pas juge à l'époque. Est-ce que le rôle du juge n'aurait pas été de dire je démissionne, c'est-à-dire que je refuse d'appliquer ça. Mais quand votre rôle c'est d'être juge, on vous dit applique la loi, en fait. Et alors, je vous l'ai dit, ça vous donnait. En plus, il y avait un vrai arbitraire, mais l'arbitraire, je sais pas, il faudrait être très précis. Il y a de l'arbitraire négatif, mais il y a peut-être l'arbitraire positif. Il y a peut-être des moments où le juge, se servant justement de ces notions très floues, n'a pas condamné, n'a pas puni, mais souvent, on retient le côté très, très négatif. Mais il y a un travail de rédaction de texte, et je vous dis, il y a des professeurs de droit qui ont travaillé là-dessus. Carl Schmitt, et pour vous donner une idée, Carl Schmitt, il était très connu après la guerre comme étant un très grand professeur de droit constitutionnel. Et quand j'en discute avec mes collègues de droit public, c'est un droit constitutionnel sur le droit public, ils sont très mal à l'aise quand je leur parle de Carl Schmitt, parce que pour eux, oui, c'est très bien. Est souverain celui qui décide de l'exception. C'est comme ça qu'il définit la souveraineté. On s'en sert encore dans la théorie de droit constitutionnel. Parce qu'il avait réussi à cacher un petit peu ce qu'il avait fait. Quand on a retrouvé ces journaux qui ont été publiés, ces journaux intimes, il était très clairement nazi, antisémite, etc. Mais bien après la guerre, en plus. Donc là, il y a un travail aujourd'hui en France, si ça vous intéresse, chez les juristes français, de traduction des textes de Carl Schmitt, et les textes un peu compliqués, le discours du rectorat, notamment des choses comme ça, qui sont assez intéressantes, parce que ça pose la question de est-ce qu'on peut faire de la théorie constitutionnelle à partir de Carl Schmitt, c'est-à-dire que vous savez, est-ce qu'on sépare l'artiste de l'œuvre? Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand un nazi fait une théorie, mais qui après tout pourrait marcher ailleurs que dans le nazisme, est-ce qu'on doit la prendre, la théorie, ou pas? Et là aussi, c'est pareil, j'ai pas la réponse. Hein. Oui, il y a eu d'autres professeurs qui ont survécu à la fin du régime et qui ont encore enseigné jusque dans les années 80 dans les facultés de droit. Hein. Je pense Metzger, il y a eu d'autres professeurs moins connus, et pour les mêmes raisons, parce que finalement, si on déshabille leur système de pensée, on pourrait peut-être l'appliquer dans un système libéral et ça fonctionnerait. On inverserait à nouveau les valeurs, mais leur bonne mécanique juridique fonctionnerait. Pour répondre peut-être un peu à monsieur, c'est un peu fou dans ma tête, mais il y a eu toute une série de lois d'habilitation du pouvoir exécutif, jusqu'à même une loi qui a habilité uniquement le Führer, pratiquement. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ceux qui écrivaient les lois, ce n'était de toute façon très rapidement, c'est plus le Parlement, hein, et ça a été le pouvoir exécutif. Et on prenait des décrets. Mais ça arrive aussi dans nos démocraties, quand vous entendez une ordonnance, c'est simplement
le gouvernement qui s'est fait habiliter par le Parlement à gouverner par ordonnance. Et là, ça va vite et les garanties ou la légitimité, elle est moindre, forcément. Hein. Dans ce pays, on élit encore le Parlement, pas le gouvernement, non, vous l'avez compris, je ne vais pas polémiquer, mais quand les textes viennent du gouvernement, ils n'ont pas la même légitimité que quand ils viennent de la loi. Et puis dans le système nazi, oui, j'ai plus la tête en tête, mais il y a une loi d'habilitation du Führer. Donc ça, voilà, quand on confie les rênes du pouvoir, de l'ordre à un homme, on a terminé on a bouclé la boucle. Voilà. Et pour conclure sur ce point, je laisse la parole après à Olivier. Ça vous montre aussi la détestation de l'abstraction chez les nazis. C'est-à-dire qu'à la fin, le pouvoir, c'est Hitler. C'est-à-dire c'est pas l'État qui serait un concept abstrait. C'est cet homme-là. C'est-à-dire qu'ils se sont même jamais posé la question de le jour où il est plus là, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est-à-dire que tout devient individualisé, personnalisé. Concret. Eux, ils disent que c'est concret. Ils trouvent ça très bien. Mais dans un système normal, tout ça est abstrait. Et finalement, peu importe les gens qui sont au pouvoir, il y a le pouvoir. En Angleterre, on appellerait ça la couronne, par exemple. Nous, on appelle ça l'État. Mais c'est un autre exemple de l'extrême personnalisation du droit. Oui, non, alors je suis d'accord avec vous. Tout est ramené en fait à une personne. Il faut simplement, pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut aussi savoir que le fonctionnement de Hitler a été un fonctionnement par parcellisation du pouvoir. Qu'à chaque fois qu'il créait une instance quelconque, il en créait une deuxième immédiatement après pour les opposer. Et que, en fait, vous aviez une espèce de myriade, mais phénoménale. On voit notamment ça dans l'organigramme de la SS qui est incompréhensible, avec des bureaux de tous les côtés dont les compétences se couvrent, qui sont des producteurs de textes légaux, hein, puisque, en fait, le droit édicté par la SS va devenir, notamment à partir de 1939, un droit qui va valoir droit allemand et qui est un droit totalement arbitraire. Et en fait, vous avez à la fois ce Führer, ce chef suprême qui est censé tout décider, et d'autre part, en dessous de lui, une espèce de maillage totalement confus et impénétrable d'organismes qui vont édicter des textes, soit des textes de loi, soit des textes juridiques à usage interne, mais qui vont concerner directement une partie de la population ou de la non-population, des non-personnes. Et tout ça va en fait créer quelque chose où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au bout, il n'y a plus de droit. Il y a la possibilité permanente de l'arbitraire. C'est-à-dire que vous pouvez être arrêté à n'importe quel moment, condamné pour des causes que vous ne pouvez pas comprendre, ce qui est, je reviens à ce que je disais tout au début, ce qui est l'un des traits marquants de tous les régimes totalitaires. Et celui-là a été vraiment poussé à l'extrême grâce à ce système de parcellisation complet qui a duré jusqu'à la fin de la guerre. Oui, et que l'on peut connaître ici. On a eu aussi le régime de Vichy, hein. Les lois du régime de Vichy ne ressemblaient pas à ce que l'on essaye d'enseigner encore actuellement. Il y avait un maillage aussi de textes administratifs. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, le rôle des exécutants à qui on va confier, parce qu'on finalement un pouvoir, et c'est grâce au droit que ça se fait. Mais on a voilà, la déportation qui s'est organisée en France, elle s'est organisée avec des textes français. Alors on n'est pas venu ici pour parler de ce langage-là, et moi je ne serais pas spécialiste, mais en tout cas là, c'est peut-être pas les mots qui l'ont trouvé, en tout cas c'est les mots du droit qui ont permis la réalisation de ce système. Alors, oui, merci. Est-ce qu'à l'occasion du procès de Nuremberg, les accusés se sont retranchés derrière un certain nombre des notions que vous venez d'évoquer ce soir, ou finalement les choses se sont déroulées de manière, je dirais, un peu distante de tout cet appareil juridique que vous venez de présenter? Oui, volontiers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'ils ont été accusés, ils ont été très heureux d'avoir les garanties du système libéral. Donc les droits de la défense, donc des avocats, ils ont invoqué « j'ai obéi aux ordres », le commandement de l'autorité légitime qui est un fait justificatif. Ils ont quand même invoqué le fait qu'on les poursuivait pour des textes pénaux qui n'existaient pas à l'époque où ils ont accompli les actes. Donc, vous faites rétroagir la loi pénale plus sévère, c'est terrible, on ne devrait pas faire ça. Enfin, avec des vrais arguments juridiques, mais sans aucune difficulté, en réalité. C'est-à-dire se servant de ce qu'ils avaient annihilé, en réalité. Mais là, comme ils étaient accusés, ben oui, ça a changé forcément. Et, le monde à l'envers est redevenu le monde à l'endroit. Mais ça m'évoquait quelque chose tout à l'heure sur
on peut basculer assez vite sur un système juridique comme celui-là. Je pense à Oradour-sur-Glane. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même quelques militaires allemands qui sont jugés en France. On a quand même un système judiciaire qui continue à exister. Mais on met un peu de temps à découvrir ce qui s'est passé au Oradour-sur-Glane. Et quand on découvre ce qui se passe, il y a une loi qui est votée mais dans la précipitation au Parlement, dans l'émotion absolue. Et le texte dit tout membre de la SS est considéré comme étant responsable pénalement de ce qui s'est passé au Oradour-sur-Glane, même s'il n'était pas à Oradour-sur-Glane. Qui est donc, c'est ce qu'évoquait Olivier Manoni, un cas de responsabilité collective, qui est une aberration dans le système à nous. Il a fallu 4 ou 5 ans que le Parlement se dise non, là on a vraiment fait n'importe quoi, et ils ont abrogé ce texte-là. Mais sous le coup de l'émotion et de l'horreur, on est devenus eux, vous voyez, et on a fait ça alors qu'on n'aurait pas dû le faire. Donc parfois la bascule peut se faire dans l'irrationalité, c'est ce que je disais, c'est dans l'irrationalité. Non, mais ouais, tout à fait d'accord. Oui, il y a eu les lois rétroactives à la période de la Libération. Mais pour Nuremberg, c'est ça. C'était assez incroyable de voir leurs avocats. Ça redevenait un procès normal avec ce dont on a l'habitude. Et puis certains ont obtenu. Alors, il y a eu les condamnés à mort. Il y a ceux von Schirach, qui ont eu 20 ans de réclusion, qui sont sortis après avec des remises de peine et qui sont rentrés. On leur a appliqué le droit. Et là, pour le coup, c'était content qu'on leur applique le droit. Moi, du coup, j'avais une question, mais je ne sais pas si on peut vraiment y répondre. C'était les juges, du coup, plus tard, ils ont été condamnés pour ce qu'ils ont fait. Mais sauf que le juge, de ce que je sais, c'est la voix de la loi. Et du coup, sa mission, elle n'a pas changé. Il a juste continué à être la voix de la loi. Même, et c'est la loi qui a changé. Là où, par exemple, que ce soit les militaires ou les médecins, ça a changé. Les militaires, c'est passé de protéger la population à protéger qu'une seule partie de la population et à exterminer les autres. Les médecins, c'est la même chose. Donc, comment le juge aurait pu s'interposer, les juges auraient dû changer leur façon d'agir parce que, du coup, ils auraient... Alors, la manière radicale, c'est de démissionner et de ne plus être jugé. Ça, c'est la manière radicale. Mais le droit donne des armes dans un système libéral. C'est-à-dire qu'un juge peut, en travaillant l'interprétation de la loi, essayer d'obtenir quelque chose qui, pour lui, serait le juste. Vous voyez ? Mais vous avez compris que très vite, dans le système nazi, il n'y a plus de marge de manœuvre. On a l'impression qu'il y a une marge de manœuvre, mais en réalité, il n'y en a plus. Parce que le juge qui fait ça, est-ce qu'il ne va pas être considéré comme ennemi de la communauté lui-même ? Et donc se retrouver pris dans le... Après, la question que vous posez, elle est très délicate. C'est la question des transitions démocratiques qui existent au-delà du cas allemand, en réalité. Quand on passe d'un système autoritaire, totalitaire à un système démocratique, qu'est-ce qu'on fait des agents publics ? Et la question se pose partout. Donc, il y a des systèmes de lustration, il y a des systèmes d'amnistie, il y a certains, on les juge, certains, et c'est presque du cas par cas, du corps par corps, du pays par pays. C'est la même chose en URSS, en Colombie, un petit peu partout. C'est un sujet beaucoup plus large qu'on appelle la justice transitionnelle, en réalité. On peut dire, d'une manière assez concrète, on peut dire quand même que la dénazification en Allemagne de l'Ouest a touché les militaires, a beaucoup moins touché la police et a très peu touché le corps juridique. D'abord parce qu'ils avaient effectivement au moins le prétexte d'avoir appliqué la loi, ce qui est leur métier, et puis surtout parce qu'on avait besoin de personnel. Mais on a connu le même phénomène en France. Après 44-45, le personnel très spécialisé qui n'avait pas commis de crime direct, c'est compliqué. Enfin, il faut une véritable volonté politique très énergique c'est compliqué de s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a pas eu, je ne crois pas dire de bêtises, il y a eu un procès des médecins, il y a eu un procès bien entendu des criminels de guerre, mais il n'y a pas eu de procès des juges. Voilà. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a même un exemple célèbre du juge Edmund Chapeau Rouge qui était dans ce tribunal de protection de la race à Hambourg et qui a été intégré comme juge au tribunal administratif après. Et les quelques procès qu'il y a eu, c'est là où on a développé le concept de Rechtsbeugungsvorsatz. Il fallait avoir l'intention de pervertir le droit. Et il pouvait être aujourd'hui, mais j'ai pas eu l'intention de pervertir le droit, j'ai eu l'intention d'appliquer le droit. Et voilà, ça se fait. Mais il n'y a pas eu, comme disait Olivier Manoni, de procès, de grands procès. Et au contraire, voilà, ils ont été réintégrés dans la magistrature. Et pour prolonger cette idée-là, les Allemands, c'était quand même des militaires,
qui ont été jugés en France, on va dire dans les années 50. Quand l'Allemagne a demandé leur extradition, le général de Gaulle l'a accepté. Et ils ont fini leur peine en Allemagne, parce que pour le général de Gaulle, c'était le début de la construction européenne en réalité. Et qu'on ne pouvait construire l'Europe qu'avec l'Allemagne, et que dans les gestes qu'il fallait faire, c'était, au lieu qu'on garde les prisonniers allemands en France, on les renvoie en fait en Allemagne. Donc ça fait partie aussi du traitement politique de la période. Alors, bon, mais on nous avait annoncé un cocktail et on nous a dit qu'il faut tenir l'heure parce que bientôt il va avoir lieu. Je regarde et l'organisateur. Madame, on pourra discuter pendant le cocktail. Ah. J'ai entendu parler de la Shoah, j'ai entendu parler des Juifs, mais il me semble que je n'ai pas entendu une seule fois, mais peut-être que je me trompe, le mot de résistant. Il me semble. Donc il y avait aussi des résistants. Alors, c'était pas le thème de la conversation, mais oui. Le discours secret d'Himmler. Le discours secret d'Himmler que vous connaissez? Non, mais ça me... Ah bon? On le trouve à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu et à la bibliothèque Diderot. Et il y a une préface de Joachim Fest, son nom vous avez dit quelque chose, non? Qui dit que Hitler indiquait des principes généraux et en fait c'était Himmler qui mettait les choses vraiment en place. Oui, et ça ne m'étonne pas cette logique-là, ouais. Ouais. Et puis il y a quand même la déportation des mais les camps de concentration, l'univers concentrationnaire de David Rousset explique superbement tout. Oui, on aurait pu traiter des résistants. Là dites-vous qu'on vous parle ça en 10 minutes. Hein. Donc, j'ai vraiment pris des exemples très, très frappants, très singuliers. Bien évidemment, la question des résistants, que nous on appelle des résistants, et qui pour les nazis ne s'appelleraient pas les résistants, ce seraient des terroristes, hein, vous voyez, dans la logique-là, et basculeraient donc dans le système, mais comme les homosexuels, comme les tziganes, comme tous ceux qui ne rentrent plus dans la notion de personne. Enfin, ça a l'air vraiment dérisoire de dire « je joue sur un tout petit mot ». Et ce tout petit mot fait tout changer, mais c'est ce qui s'est passé, en réalité. C'est ce tout petit mot de personne, mais qui est le fondement de tout, qui a tout changé. Oui. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. Merci. Un grand merci à Olivier Manoni à distance, à Xavier Pin et à Nicolas Barrette pour leur intervention riche et complémentaire. Et je vous invite à prolonger éventuellement les discussions autour d'un petit cocktail. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup et bon cocktail. Au revoir. Merci, Olivier. Au revoir. La prochaine fois pour le cocktail. Voilà, hors tempête, hors ouragan et hors cyclone. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Merci, au revoir. Merci.